Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Ici c'est Hélène de Tarot et Potin. Aujourd'hui on se retrouve dans un format de vidéo un petit peu spécial qui va être entièrement dédié aux jeux de Robert Place qui ont rejoint ma collection récemment. Donc si tu ne le connais pas, Robert Place, c'est un artiste, un historien du tarot américain qui est assez reconnu dans le monde entier. C'est un passionné de racines symboliques qui va utiliser l'art, l'ésotérisme, l'histoire, l'alchimie dans les tarots qu'il réinvente, puisqu'en fait, il utilise surtout d'anciens systèmes de tarot qui ont été créés et qu'il le remanie un petit peu à sa sauce. Il est notamment connu pour avoir réalisé le Vampire Tarot, qui est introuvable sauf à des prix exorbitants, ou alors par exemple le Tarot of the Sevenfold Mystery, qui sont des véritables ponts en fait entre l'alchimie, la spiritualité et le tarot traditionnel. Donc aujourd'hui je vais te présenter 3 de ces jeux qui ont rejoint ma collection, étant donné qu'il y a Nicolas du Salon des Arcanes qui a été en contact avec Robert Place et qui a pu mettre en vente certains de ces jeux dans la boutique du Salon des Arcanes. Alors, je ne vais pas tergiverser trop longtemps et je vais tout de suite te présenter le premier jeu qui est The First Occult Tarot. Donc ce tarot-là, c'est un tarot qui a été inspiré d'un tarot très très ancien, puisque c'était avant Aleister Crowley, avant Waite et Smith, et même avant la Golden Dawn. Et donc c'est un tarot qu'il a réinventé et qui est directement issu de Antoine Cour de Gébelin, qui est connu aussi pour avoir une place dans la cartotradie, etc. Et c'est un jeu qui utilise énormément de références égyptiennes. Alors, je ne vais pas pouvoir te parler en long, en large et en travers de ce jeu, étant donné que je ne l'ai pas encore étudié. Mais je trouvais ça sympa déjà de te le présenter et tu verras dans la suite de la vidéo, je vais passer beaucoup plus de temps sur le tarot alchimique que j'ai commencé lui à étudier parce que je l'ai reçu il y a 2 jours et je n'ai pas pu m'empêcher d'étudier toutes ces cartes tellement il m'a fascinée. Alors donc le tarot... Le tarot occulte, on va l'appeler comme ça. Donc on a un dos ici égyptien, puisque comme je te le disais, on a énormément d'inspiration égyptienne dans ce tarot. On a des tranches bien dorées. On a une super qualité de carte qui n'est pas effet peau de pêche, mais à quel jeu je pourrais le comparer au Vismite Earth Tarot, qui est un tarot assez connu. Alors moi j'ai la version auto-éditée, donc là le comparatif il est égal à la version de Vismite Earth auto-éditée, mais c'est cette qualité de carte là qui glisse assez facilement, qui n'accroche pas et qui a l'air quand même assez robuste. Les tranches sont magnifiques. Aucun défaut sur ce jeu, je le précise parce que tu verras après que sur certains de ces jeux, il existe quelques petites malfaçons. Et donc ce tarot, il a été... les arcanes majeures ont été renommés. Donc ici, on a des symboles, j'imagine, égyptiens. Et on a notamment des représentations de dieux, de déesses de l'Égypte ancienne. Ici, par exemple, on a Isis et Universe. On reconnaît ici quand même la carte du monde avec les 4 personnages qu'on voit aux extrémités. Donc, il est arrivé comme ça, je ne l'ai pas mélangé. Donc, on commence par le monde. Ici, on reconnaît quand même la carte du jugement avec Osiris, mais qui s'appelle Création. Donc, ce que je t'ai pas précisé, je fais un petit peu mal mon taf là, c'est qu'il arrive sans guidebook dans la boîte, mais on a à côté un petit livre qui a l'air bien fourni quand même, qui va reprendre en fait
sa carte de tarot et les cartes initiales dont il s'est, j'imagine, inspiré avant de créer les cartes à sa manière et avec ses propres connaissances. Donc, comme je te le disais, c'est un jeu que j'ai reçu il y a 2 jours, hein, donc je ne l'ai pas du tout étudié ni utilisé parce que j'ai concentré les 2 jours sur l'autre tarot que j'ai reçu. Et donc, par contre, si jamais je prends le temps de l'étudier comme il se doit, je ferai peut-être une autre vidéo sur ce jeu-là pour t'expliquer un petit peu plus comment il a été construit. Hop. Donc ici, on reconnaît bien la carte du soleil. Donc tu vois, on a vraiment des inspirations égyptiennes partout. Parce qu'ici, on reconnaît bien l'œil de Ra, si je ne me trompe pas, dieu du soleil. Donc ici, tu vois, on reconnaît bien la cruche de l'étoile. Mais cette carte s'appelle Aquarius. Et Aquarius, c'est le signe du Verseau. Donc j'aime bien les petites appellations qu'on a en bas des cartes. Donc ici, on reconnaît la carte de la tour, l'homme et la femme expulsés du paradis. Donc tu vois, je pense que ça peut vraiment être intéressant d'aller étudier ce jeu. Et c'est ce que j'ai remarqué hein, avec Robert M. Place. Comme il s'approprie les cartes du tarot selon certaines connaissances historiques, c'est des jeux qu'on étudie principalement. J'adore cette carte de la mort. Donc tu vois, il y a certaines appellations qui ne changent pas. Il a mis la force en 11. Elles sont pas numérotées, hein, sauf si ça correspond à des numéros. Mais on va dire qu'elles sont pas numérotées, c'est juste que comme elles arrivent dans un certain ordre, je sais qu'il a mis la force en 11. Roue de fortune. J'aime beaucoup les couleurs de ce jeu. Beaucoup d'inspiration bleue. Donc la justice en 8. Les fans du Marseille vont apprécier. Mais j'imagine que comme il s'est inspiré de Gébelin qui est français, si je dis pas de bêtises, on a du coup forcément une justice en 8. Donc, comme je te le disais, on a des inspirations aussi gréco-romaines, puisque Jupiter, c'est la version romaine de Zeus. Donc, plutôt romaine, on va dire. Alors, ici, en fait, il a mis Jupiter, du coup, en hiérophante. On a l'empereur ici, l'impératrice, donc tu vois qu'il a surnommé The Queen, enfin qu'il a renommé, pardon, The Queen. Junon, qui correspond à la papesse. Le magicien qu'il a renommé The Mountebank. The Mountebank. Et le fou qu'il a renommé Folie. Donc ensuite, on a dans ce tarot-là un système tarot Marseille, mais avec des petits symboles qui nous permettent en fait de retenir la signification des cartes. Et si tu n'es pas de la team Marseille, tu verras dans la suite de la vidéo que il y a quand même un moyen très mémotechnique avec cet auteur de retenir la signification des cartes, même si on n'a pas de cartes hyper illustrées. Donc, ok, on commence avec The Knave, The Knave, The Knight. The Knave, je sais plus ce que ça veut dire, peut-être le serviteur. The Lady et The King. Ok, donc on n'a pas de reine, on a The Lady. Je le découvre un peu en même temps que toi. J'ai regardé hein, les cartes, mais un peu à la va-vite. Je l'ai reçu vendredi en fait, ce jeu.
Et aujourd'hui, quand je tourne la vidéo, nous sommes dimanche. Donc, on a la suite des coupes ici. On retrouve le servant, le serviteur, le cavalier, correspond au guerrier hein, ici. The Lady et The King. Vraiment, vraiment des belles couleurs. Hein. On a des cartes assez difficiles hein, quand même. On voit ici que les épées ont été remplacées par des glaives, ce qu'utilisaient les Égyptiens à l'époque. Les arcanes mineurs sont numérotés, contrairement aux majeurs. Wow. J'adore ce dos de bâton. Intéressante. Cette carte du 4 de bâton. 5 de bâton. On retrouve beaucoup ici dans le 5, dans beaucoup de jeux de Robert Place, la nouvelle un peu inattendue. Je me rajoute un peu de travail hein, en achetant ce genre de jeux qui vont me demander une étude plus approfondie. Mais ils sont trop beaux. Puis pour l'aspect collection aussi, hein, on sait que Robert Place ne réédite pas forcément tous ses jeux. Et après, ces jeux valent quand même une petite fortune pour certains, pas tous, mais ceux qui me tapaient dans l'œil, j'avais vraiment envie de les avoir dans ma collection, donc je suis ravie que Nicolas les ait eus dans sa boutique. Ça permet quand même un certain gain au niveau des frais de port et des frais de douane. Donc voilà pour ce premier tarot, le First Occult Tarot. J'ai l'impression que c'est le jeu qui est de la meilleure qualité, comparé en tout cas aux 2 autres jeux qui sont dans ma collection. Moi, je n'ai pas du tout en ma possession le tarot des 7 vertus, qui est, je pense, le seul tarot de Robert Place qui est sorti en mass market. Ou à l'heure actuelle, en tout cas, c'est le seul sur le marché, je pense. Je sais aussi qu'il y a un petit Lenormand d'origine japonaise qui est sorti en mass market et que je n'ai pas non plus dans ma collection parce que j'ai d'abord envie d'étudier certains des jeux que j'ai achetés pour voir si sa vision du tarot me plaît. Pour l'instant, j'aime beaucoup, mais voilà, je vais pas acheter tous ces jeux en même temps non plus. Étant donné qu'ils demandent un temps d'étude pour la plupart. Donc, le tarot dont je suis complètement fan depuis vendredi, donc c'est celui-ci, le Alchemical Tarot of Marseille. Donc, il est arrivé dans mon colis de vendredi aussi. Je suis pas hyper connaisseuse, on va dire, dans les significations mineures du tarot de Marseille. On va dire que j'ai des tarots de Marseille que j'interprète un petit peu comme des Rider-Waite. Et puis de toute façon, Robert Place y a apporté sa propre vision, puisqu'il inclut notamment beaucoup de symboles alchimiques, de l'alchimie dans ce jeu-là, et donc on sort un petit peu du cadre de Rider-Waite-Smith, mais aussi du cadre du tarot de Marseille. Donc ceux qui connaissent les significations de cartes par cœur vont peut-être devoir étudier un petit peu plus ce jeu avant de l'utiliser. Donc j'avais déjà celui-ci, le Alchemical Tarot Reimagined, donc qui est, je sais plus, je crois la
6e ou 7e édition du tarot alchimique. Donc comme quoi, il ressort parfois d'autres éditions, mais certaines cartes ont changé. Il y a notamment, je trouve, un peu moins de nudité que dans l'édition précédente, et c'est pour ça que j'ai réussi quand même à sauter le pas, puisque j'avais déjà vu quelques reviews de l'autre jeu, la 6e, enfin l'édition précédente, et je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de nudité. Alors en général, ça me dérange pas, mais quand c'est presque sur toutes les cartes, je trouve ça un petit peu compliqué quand même à gérer. Donc c'est parti, maintenant je vais t'expliquer et te montrer un petit peu ces jeux, et ce que je te propose c'est de faire peut-être un comparatif entre la version, puisqu'en fait ce sont entre guillemets les mêmes tarots, hein, sauf que celle-ci et celui-ci pardon est réalisé façon Marseille et celui-ci façon Rider-Waite, on va dire. Donc, l'Alchemical Tarot of Marseille. Je vais un peu plus te parler de lui, même si celui-ci a rejoint ma collection avant. Je me suis vraiment plongée dans l'étude de celui-là, et c'est pour ça que je vais te parler un petit peu plus à chaque fois du Marseille. Donc, c'est une version un peu revisitée du tarot de Marseille classique qu'on peut rencontrer. Dans ce tarot, il s'est inspiré de l'alchimie. L'alchimie, qu'est-ce que c'est? C'est comme une sorte de quête qui va transformer, enfin qui a pour but en fait de transformer la matière brute en or, mais aussi qui permet de cheminer intérieurement pour essayer de se transformer de façon personnelle. Donc du coup, il a gardé les dessins et les noms qu'on connaît en français, mais en fait, il y a ajouté énormément de symboles alchimiques, mythologiques et même cosmiques. Donc ça rend le jeu à la fois super riche, mystique, mais aussi concret, puisque comme je te le disais tout à l'heure, il y a des moyens quand même très mémotechniques, grâce au visuel qu'il a ajouté, de retenir les significations des cartes et surtout de les comprendre. Donc ce tarot, il va te pousser à voir tes tirages comme un vrai voyage, où chaque carte te parle des forces cachées que tu vas pouvoir trouver en toi et autour de toi. Donc c'est une réelle exploration, à travers les cartes qu'on va tirer, et pas juste une lecture classique, on va dire. En tout cas, c'est mon avis. Donc, je vais arrêter de te blablater sans te montrer les cartes. Donc, le petit bémol de ce jeu, puisque il y en a un, c'est que il a des petits défauts. Donc, il arrive avec un tout petit livret comme ceci. Donc, tu vois, on a quelques significations, pardon, mais c'est pas non plus énorme. Mais c'est quand même bien utile pour comprendre le jeu et les choix de l'auteur. Donc, les petits défauts qu'il a, celui-là, ça va être au niveau des tranches. Tu vois, on constate sur les coins qu'il y a un petit défaut. Moi, en plus, le mien, il est arrivé avec des cartes abîmées. Surtout la dernière. Voilà, tu vois. Et Nicolas explique dans la vidéo de présentation que presque l'ensemble de ces jeux-là sont dans cet état. Donc compliqué. J'ai quand même décidé de garder le jeu parce que je suis complètement fan. Maintenant que je l'ai eu entre les mains, je ne me verrai pas le renvoyer, surtout s'ils sont presque tous dans cet état-là. Et donc en fait, tu vois, on a des petits défauts. Sur le fou, ça va encore, mais parfois on a des petits défauts et on voit le noir sur le coin. Comme si le doré n'avait pas été, tu vois, comme si le doré n'avait pas été bien posé. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc il arrive avec un dos qui représente Hermès, le dieu grec du commerce, du voyage.
et qui est également le nom de la maison d'édition de Robert Place. Donc voilà pour celui-ci. Et pour le Alchemical Tarot Reimagined, hop, on a le même système de boîte. On a également un petit livret. Donc on a une carte additionnelle que j'ai isolée ici dans le livret parce que je n'utilise pas. Donc qui est un 22e arcane majeur. Et pareil, on a un petit livret très succinct qui présente les cartes. Hop. Donc moi, ce que j'ai fait pour essayer de découvrir un peu plus en profondeur la vision de l'auteur, c'est que j'ai acheté son gros pavé. Tu vois, gros pavé de plus de 600 pages, presque 700 pages. Et dans cet ouvrage, en fait, il va parler de l'alchimie, de l'hermétisme, du néoplatonisme, pardon. Et en fait, ça va retracer un petit peu l'histoire du tarot à travers différentes époques et différents prismes, puisqu'il a vraiment étudié le tarot sous toutes les coutures, on va dire, sous toutes les formes. Donc, celui-ci, le Alchemical Tarot Reimagined, il arrive avec un dos qui représente, je ne sais pas, puisque j'ai pas vraiment lu le livret, donc je sais même pas qui ça représente. On voit ici tous les symboles planétaires de l'astrologie et d'autres symboles qui, j'imagine, sont issus peut-être de l'alchimie, parce qu'ici on voit qu'il est écrit Alchemia. Voilà. Donc là, je les mets côte à côte vraiment pour que tu puisses comparer la version entre guillemets classique et la version Marseille. Mais je vais vraiment essayer de te détailler un peu plus toutes ces cartes. Ça nous permet quand même de voir les similitudes entre les cartes et également les différences. Donc par ici, tu vois, on a un fou avec les yeux bandés. On a un lapin à la place du chien. On a le même symbole alchimique. On a un baluchon également. Lui, il n'a pas l'air très stable quand même. Lui, il se laisse guider par son lapin. Et sur toutes les cartes du Alchemical Tarot of Marseille, on a des citations ici que je vais te traduire comme ça si ça t'intéresse de méditer avec les citations du Alchemical Tarot of Marseille, tu pourras le faire. Donc le fou, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit: il était une fois, alors que je commençais à réfléchir à la nature des choses, mes pensées s'élevèrent haut dans les airs. Donc on a un fou quand même un peu étourdi, on va dire. Donc ici on constate une première différence, puisqu'on a la carte du magicien, l'appellation classique du tarot Rider-Waite-Smith. Je vais essayer peut-être de les mettre là pour pas les faire tomber. Et ici on a l'appellation typiquement Marseille, le battleur. Donc sur le battleur, on a la représentation d'Hermès, hein, on le reconnaît ici à son sceptre, à son chapeau ailé et ses chaussures ailées. On a effectivement le même symbole alchimique, comme si c'était le symbole de Mercure avec la lune, mais c'est pas réellement ça puisque ça c'est plus le symbole du soleil quand on enlève le... Donc tu vois, l'alchimie c'est quand même bien particulier et ça demande beaucoup d'études. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ce battleur? Ce qui est en bas doit être construit autrement, nourri par ce qui est en haut. On retrouve ces outils ici qu'on n'a pas sur le battleur du classique. La papesse et la grande prêtresse. On a une petite différence ici sur le symbole alchimique, puisqu'on a la lune qu'on n'a pas ici.
mais on l'a là, la lune. Donc, voilà. On a une papesse couronnée ici, un peu dévêtue. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette papesse? Qui a osé enfermer la mer dans ses limites? Dans ses, ouais, dans ses limites. On a une papesse sur l'eau ici. Et là, je fais juste petit aparté. Non, pas ici, pardon, ici. Puisque on constate quand même qu'entre le pape et la papesse, on a plus ou moins la même structure ici, avec les colonnes qui sont masquées par un rideau. Ici, on n'a pas le rideau. Robert M. Place explique que symboliquement, en fait, la papesse pourrait être la partenaire du pape. Il est évident que le pape n'est pas marié, mais que la papesse serait en fait une représentation humaine, on va dire, de l'Église. Ce qui fait qu'elle pourrait être sa partenaire. C'était la petite aparté. Donc ici, on a l'appellation de l'impératrice qui est appelée la Reine Blanche dans le classique. On retrouve son aigle ici qu'on n'a pas sur cette carte-là, pardon, je vais y arriver. Et l'impératrice nous dit qui est celui qui a fixé la terre sur son socle. Sous-entendu que l'impératrice correspondrait à la déesse de la terre. Alors, si je mets les pinceaux, voilà, je voulais te montrer qu'ici on avait les mêmes symboles de l'aigle sur l'impératrice et l'empereur, et on a un empereur qui regarde l'impératrice. Alors, concernant l'empereur, on a l'aigle qui est représenté ici. Cet empereur-là paraît un peu plus jeune quand même. Et ici, qu'est-ce qu'il nous dit? L'air n'est-il pas un corps? Et ce corps ne pénètre-t-il pas toutes les choses qui existent? On a le hiérophante et le pape. Et ce hiérophante nous dit écoute mon fils, voici une doctrine secrète chargée d'une sagesse divine. Alors, on a la carte des amoureux ici, où on a beaucoup plus la notion de couple, de fusion ici. Et sur celle du Marseille, on a beaucoup plus cette notion de choix. Et d'ailleurs, c'est ce qui est écrit sur la carte. Nous avons le pouvoir de choisir, celui de viser le meilleur, comme celui de choisir le pire. Donc là, cet homme va devoir choisir entre plus ou moins la chair, avec cette jolie jeune femme, etc. Et puis l'engagement, on va dire, et le mariage avec l'autre femme. Donc là, on a le même homme sur la suite avec le chariot. Il est couronné, donc on imagine qu'il a pris un peu de galon peut-être. Et il a fait son choix. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un chariot de dos avec une roue au sol. On dirait qu'il ne connaît pas encore réellement sa direction ici. Alors, sur ce chariot, l'homme est mortel à cause de son corps, mais il devient immortel par son essence éternelle.
Donc ensuite, même si c'est un petit peu plus façon Rider-Waite, il a quand même choisi de mettre la justice en 8. On aime ou pas, ça dépend de tes croyances. Moi, on va dire que j'ai pris le pli d'avoir une justice en 11, étant donné que j'ai des jeux beaucoup plus Rider-Waite-Smith, mais ça me dérange pas d'avoir une justice en 8. Alors, donc cette justice qui est quand même assez sévère, j'ai l'impression. Donc lorsque la haine et le désir s'accordent et forment une direction qui est équilibrée, la justice peut alors exister. Alors ici, on a un ermite dans des directions opposées. On a un ermite pardon, qui fait un peu penser à un pèlerin ici, avec son bâton, sa capuche. Et ici, on a plus un ermite intelligent, sage, avec la corneille. Pour moi, la corneille, c'est cette symbolique-là. Et donc, cet ermite, il nous dit car l'immatériel ne se laisse ni toucher ni voir. Alors, on a la roue de fortune. Très différente. On connaît bien ici la roue de fortune du Marseille, hein, avec cet homme qui se transforme en âne. Alors, l'homme qui a choisi le pire subit la roue du destin. Donc, on a l'impression que celui sur la carte des amoureux qui aurait choisi le pire, puisque tout à l'heure, il nous parlait qu'on pouvait choisir le meilleur ou le pire. Ici, il a choisi le pire et il subit la roue du destin. La carte de la force, avec 2 lions bien différents, mais j'adore la carte de la force chez Robert Inglis. Alors, la colère, quand elle se fait l'écho de l'âme, devient courage. Magnifique. Le pendu. Alors des fois, on a l'impression que le pendu, il subit pas, lui pour le coup, il subit quand même, hein. Être attaché comme ça par les pieds. En plus, je crois que j'avais lu que c'était une ancienne méthode de torture, on va dire, enfin, un ancien châtiment pour les traîtres. Alors, cet homme s'abandonne à des appétits sans fin et c'est par sa propre faute qu'il alimente le feu qui le ronge. Alors ici, on a 2 morts, toutes les 2 représentées par des squelettes. On a une mort un peu plus brutale ici. On reconnaît bien la faucheuse du tarot de Marseille. Magnifique, hein, celle-ci. Alors, la dissolution n'est pas la mort. C'est seulement la séparation des choses qui étaient unies. Une séparation qui ne vise pas à faire périr, mais à renouveler. La dissolution, je pense que c'est une étape dans l'alchimie. La tempérance. La tempérance, j'aime bien ici parce que la tempérance sur le Marseille, c'est une cruche remplie d'eau qu'on déverse dans une coupe remplie de vin. Donc on a littéralement ici mettre de l'eau dans son vin. Donc le désir, quand il se part d'une volonté guidée par la raison de l'âme, devient tempérance.
Le diable. Le diable, où on a ici un homme, femme, oui, une femme, mi-homme, mi-femme, de visage. Et ici, on a clairement des personnes enchaînées au diable. Et d'ailleurs, la citation est assez claire. Celui qui s'attache au démon devient lui-même un démon. Devient lui-même démon. La maison Dieu et la tour. Alors, dans cette tour ici, c'est comme s'il y avait plus d'eau. Et ici, alors, toute naissance de chair vivante sera suivie de destruction, mais tout ce qui se corrompt renaîtra. Alors, carte de l'étoile, où là, on a de la nudité sur les deux cartes. J'ai entendu dire que les sphères planétaires sont mues par la sphère des étoiles fixes et sans aucun doute, cette sphère s'est mise en mouvement. Donc ici, je pense que ça fait aussi clairement référence aux 7 étoiles ici qui sont représentées par les planètes astrologiques. Et on a ici en son centre une grosse étoile qu'on imagine être notre étoile du tarot. Et c'est comme si on avait notre planète ici, Terre, entourée des autres planètes. La carte de la Lune. Donc ici, on a l'écrevisse et ici, on a le crabe qui est le symbole aussi du cancer, du signe astrologique du cancer. La Lune promit d'apporter sa lumière une fois que le Soleil aurait achevé sa course diurne, et elle déclara qu'elle avait déjà enfanté le silence et le sommeil. Ces citations sont vraiment très très jolies. Donc ici, sur les cartes du soleil, on n'a pas des enfants, on n'a pas un enfant sur son cheval, comme on peut le voir dans le Rider-Waite-Smith. On a un couple sur les deux cartes. Le soleil est le géniteur de tout bien, le maître de tout mouvement ordonné et le souverain des 7 mondes. Elles sont trop chouettes, les citations. Alors, ici, sur le jugement, on a plutôt une différence au niveau des tombes. C'est comme si ici, on venait réveiller les morts, tandis qu'ici, c'est comme si les morts étaient appelés au ciel. Il s'empare de ceux qui ont obtenu la vision et les élève vers les hauteurs. Et enfin, dernier arcane majeur avec la carte du monde. C'est marrant, ici on a des éléments. Du coup, on n'a pas nos personnages comme on peut les avoir ici, mais on a des éléments. Parce que l'alchimie, c'est aussi certains éléments, comme je te le disais, où le but c'est de tout transformer en or. On parle beaucoup de la pierre philosophale aussi dans ce tarot-là. Ô l'Éternel, substance de ceux qui se reposent et se meut, tout en portant le monde vers son envol. Voilà. Et on en a fini pour les arcanes majeurs. Alors, donc ici, on passe aux arcanes mineurs. Donc sur ce jeu-là, au niveau des arcanes mineurs, il n'y a que les As qui présentent des citations et après, il n'y a plus de citations comme on peut l'avoir sur les arcanes majeurs. Alors, donc ici, l'As de denier, puisque le monde est l'œuvre de Dieu, celui qui entretient
et embellit sa beauté par son attention, coopère avec la volonté de Dieu. Deux deniers. Ici, on a l'Ouroboros. Ici, on a le lion qui mange l'aigle. Et donc, comme sur les anciens tarots de Marseille, ici, on a la maison d'édition Hermès Publications New York et l'année du jeu. Donc ici, dans ce 2 de denier, par exemple, on a 2 pièces, l'une représentant Mercure et l'autre Vénus, qui sont amants et dont l'union semble impossible, ce qui laisse penser en fait qu'il existe une barrière pour joindre soit 2 éléments ou soit 2 personnes. Donc qu'est-ce que ça peut signifier? Ça peut signifier de rester campé sur ses positions, par exemple, de devoir choisir une 3e issue, puisqu'en fait le serpent, enfin l'Ouroboros ici, il est symbole de cercle vicieux, de boucle en fait, qui ne finit jamais. Donc ce qui laisserait supposer que ce 2 de denier nous indique de devoir trouver une 3e issue. Après, ce qui est intéressant de voir ici, c'est d'identifier dans un tirage à qui ou à quoi correspond cet Ouroboros, la situation. Le 3 de denier, on a une version classique du 3 de denier, mais ici on a quelque chose quand même de très artistique sur les 2 cartes, parce qu'on a 2 artistes. Le 4 de denier qui nous parle de sécuriser ici ses biens, puisqu'il essaie d'enterrer ses deniers. On a le 5 de denier. Sur ces 2 5, on y retrouve la pauvreté, le besoin d'avoir de l'aide. Le 6 de denier. Ici, on a la générosité qu'on peut apporter aux chiens. Je ne vais pas vous détailler toutes les cartes, hein, mais donc ici, on a le 7 de denier. Donc ici, un peu comme sur la carte de l'étoile tout à l'heure, on retrouve 7 deniers correspondant chacun à 7 planètes astrologiques. Le Soleil, Mercure, la Lune, Vénus, Jupiter, Saturne et Mars. Et ici, en fait, on a l'élévation. Clairement, le 7 de denier, ici, c'est l'élévation. On gravit petit à petit les échelons, on devient de plus en plus riche, on a de plus en plus une situation confortable, où on part de Saturne, Saturne qui est la planète du temps aussi, des épreuves, Mars, Jupiter, Vénus, Mercure, la Lune, pour arriver au Graal, qui est le Soleil. Et puis ici, je pense que c'est Jupiter. Alors, le 8 de denier qui nous parle, on le voit hein, sur les 2 cartes, on a 8 deniers similaires. Donc c'est ici le travail répétitif, la perfection, on répète la même tâche sans arrêt pour réussir à ce que ce soit parfait. On maîtrise complètement ce qu'on fait. Le 9 de denier, où ici on a plutôt un arbre, comme un arbre généalogique. Donc peut-être que ça nous parle de sécuriser quand même sa situation pour que ce soit bénéfique pour les autres. Et d'habitude, on a plutôt cette signification-là dans le 10 de denier, mais pas chez Robert M. Place. Parce que le 10 de denier ici, on est sur quelque chose de différent,
qui parle plutôt de s'attribuer les mérites des autres. Là, on a un homme ici tourné vers la gauche avec les pièces des dieux. Donc c'est plutôt s'attribuer les mérites des autres, le matérialisme. Ici, on a le valet de denier. C'est intéressant ici d'avoir un tableau en arrière-plan. Et donc le valet de denier, lui, il possède 2 deniers. Le premier, c'est la pièce de Mercure, qui va nous parler ici de commerce, notamment. Mais il a aussi la pièce de Vénus, un peu plus discrète, qui vient nous dire qui va apprécier la beauté des choses, qui va reconnaître aussi la beauté des choses. La combinaison des deux, on pourrait parler de créativité du coup, de créer dans la matière, de créer quelque chose et de le commercialiser. Ensuite, ce cavalier ici, c'est intéressant, on dirait qu'on a une femme, alors je sais pas trop, on dirait qu'on a une femme. Donc ici, on a le denier qui représente, sur lequel est représenté Mars, qui vient nous indiquer ici qu'il va se battre, ce cavalier, pour construire ce qu'il veut. Avec le chien, ça peut aussi parler de protection des ressources, d'engagement à long terme, puisque le chien, pour moi, c'est la fidélité. Il va rester sur... il va pas changer d'avis n'importe quand, il va rester un petit peu sur ce qui se fixe comme objectif. Ensuite, on a une reine de denier. Bon, ici, je vais pas la laisser trop longtemps, mais la corne d'abondance ici, avec les fruits qui débordent, nous parle de confort quand même matériel. Et ici, elle tient la pièce avec Junon, le pied posé sur un coussin, qui nous parle également de situation confortable, de prospérité. Ici, le roi de denier. Le roi qu'on respecte, hein, le lion, c'est ça aussi, c'est le respect, l'autorité naturelle. Mais ça parle de maîtrise d'environnement ici. Et on arrive à la suite des coupes. Sur celle-ci, on a un poisson. Et sur celle-ci, on a un oiseau. Ainsi, l'homme est un être en partie divin et en partie mortel. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe, où ici on a 3 femmes. Celles-ci sont un peu plus festives que celles-là. On a l'éléphant ici, qui est coincé, on va dire, entre les différentes coupes. Ici, il est au-dessus. Ça vient nous parler quand même de stabilité émotionnelle hein, avec cet éléphant. Le 5 de coupe, où ici on a une coupe cassée qu'il est nécessaire de réparer. Ici, on a la naissance. C'est étonnant quand même, hein. J'étais surprise quand j'avais vu cette carte. On a la naissance. L'instabilité peut-être que peut amener la naissance. On va devoir s'adapter. Ici, avec le 6 de coupe très différent des 6 de coupe qu'on peut connaître. On vient nourrir nos émotions ici. On remplit notre coupe. Le 7 de coupe, ici,
qui nous parle du meilleur choix. On a 6 coupes et on en a une qui est mise en évidence. Faire le meilleur choix. Devoir choisir. Alors ce 8 de coupe, j'étais très surprise de le voir ainsi représenté parce qu'il fait vraiment penser au 8 de denier. Je ne sais pas si tu as cette même impression, mais on a l'impression d'un 8 de denier, mais dont les deniers ont été remplacés par les coupes. Et donc en fait ici c'est comme si Robert M. Place nous disait qu'il est nécessaire de sculpter nos émotions, de peaufiner un petit peu, de réorganiser nos émotions, de prendre soin de ses sentiments. On décide d'investir sur soi. Donc littéralement, en langage concret, ça peut être le prendre le temps de faire ce qu'on aime. Ici, prendre le temps de faire sa poterie, se payer une formation en dev perso, se prendre un week-end qui fait du bien, par exemple. Je la vois vraiment comme ça, le 8 de coupe. On n'a pas ce personnage qui part en quête de quelque chose. C'est ça se rejoint quand même, hein, mais la représentation est très différente. Et donc on décide de peaufiner, tu vois, ici on a une petite étoile qu'on n'a pas sur les autres. Vraiment la petite touche qui fait que on se sentira mieux. Alors le 9 de coupe ici avec la chèvre des montagnes. La chèvre qui a l'expérience de grimper sur tout ce qui va être escarpé. On a l'expérience, on a la prise de hauteur, les nouvelles perspectives. Ok, j'ai eu ça maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Le 10 de coupe, où ici on voit clairement que les coupes sont disposées un petit peu comme un arbre généalogique mais inversé. Ça va nous parler de réseau de connectivité. Le valet de coupe ou la Lady of Cups. Alors ici, on voit que le voile suggère que le valet de coupe, il est à l'aise avec ce qui n'est pas palpable, avec ce qu'il ne voit pas. Il a confiance en son intuition, par exemple. Le cavalier de coupe, sur ces deux images, il récolte la pluie, il récolte les émotions. Il est en quête d'émotions ou de relations. Il explore ses émotions, son inconscient. La reine de coupe, on a des représentations très différentes ici. Sur celle-ci, elle tient sa coupe sur son ventre, ce qui laisse imaginer qu'elle détient les mystères de la gestation, qu'elle explore son inconscient ou qu'elle récolte aussi peut-être les émotions des autres qu'elle garde pour elle. Le roi de coupe, où ici, lui, avec son bouclier qui est représenté par une coupe, suggère que ses émotions sont inaccessibles, parce que c'est un bouclier. Ça veut aussi dire qu'elles sont stables, qu'il est épanoui personnellement. Mais quand on voit son attitude, moi, il me fait un petit peu penser, tu sais, au roi qui a le devoir de recueillir les plaintes des habitants de son royaume. Et en fait, ça le fait royalement chier. C'est comme si lui, il se sent bien, il a tout ce qu'il veut, etc. Et en fait, il doit s'emmerder à écouter les autres se plaindre et à trouver des solutions pour les satisfaire.
Alors, l'as d'épée, ici on a plutôt comme un katana, un sabre japonais, c'est marrant. Ici on reconnaît bien l'as d'épée, mais c'est marrant, on dirait l'as d'épée du Rider-Waite, hein, avec ce nuage et cette main qui sort avec la couronne. Et c'est ainsi que nous, les hommes, voyons à travers un brouillard obscur les choses du ciel. Alors, ce 2 d'épée ici est très intéressant. On a une chouette sur les deux épées, sur les deux cartes, pardon. Ça vient nous parler de faire un choix, parce qu'on a une opposition ici. Faire un choix juste, sage et réfléchi avec la symbolique de la chouette. Bon, le 3 d'épée fait pas de débat, hein, comme d'habitude, ça vient nous parler de chagrin, de douleur émotionnelle ici. Le 4 d'épée, ici on a une personne qui prie, ici une personne qui médite. Prière pour retrouver de l'espoir. Après le 3 d'épée. Se concentrer, méditer. Le 5 d'épée ici, ce qui est intéressant, c'est que sur les deux cartes, on a cette notion de forgeron. Et le forgeron, lui, il construit, il répare ce qui est cassé, il redresse un peu les torts qui ont été faits, parce qu'il manipule le métal, il redresse un petit peu tout ce qui a pu être commis. Là aussi, une interprétation très intéressante du 6 d'épée qui va être différente de ce qu'on peut voir, puisqu'en fait, on n'a pas un bateau qui s'en va, mais on a plutôt un bateau qui est poussé. Donc oui, on s'en va. Donc déjà, on a l'air de suivre le courant, mais on est aidé quand même. On a un petit coup de pouce du destin ici. Donc ça laisse suggérer que c'est le moment d'y aller parce que tout semble être aligné pour favoriser ce qu'on prévoit, notre départ. Ici, sur ce 7 d'épée, on a cette notion de trahison, de roublardise. Pareil, ici, très intéressant, ce 8 d'épée. Donc ici, on a une bête enchaînée, on dirait un hippogriffe d'ailleurs. Et ici, on a cette bête coincée. Je pense que ce qu'il a souligné ici, c'est que c'est l'idée que l'homme est un animal et que comme tout animal, il possède un instinct, mais que cet instinct et cette envie d'agir, elle est bloquée en fait par nos propres pensées. C'est comme si les pensées empêchaient le mouvement, empêchaient d'agir. On se retient d'agir par peur ou par convention. De ce fait, l'énergie qui s'accumule, elle peut nous bouffer un peu comme une bête, quoi. C'est parfois l'homme réfléchit peut-être un peu trop. Le 9 d'épée ici, qui vient clairement parler d'angoisse, de peur. Hein. Le 10 d'épée, où on a la notion de blessure physique ici, de rejet, de critique qui nous met à terre, qui peut mener à notre fin. C'est une interprétation très proche du 10 d'épée du Hotakutaro avec Severus Rogue. Le valet d'épée, ici, qui nous parle d'éloquence, de persuasion. On dirait un peu un homme qui fait son discours, qui fait la cour, on ne sait pas trop.
ici l'éloquence quand même. Le cavalier d'épée avec l'aigle qui est en position d'attaque, plus le bouclier qui représente une épée. Il est prêt à attaquer par les mots peut-être, mais aussi défendre ses idées, défendra son point de vue coûte que coûte. Il se bat contre les injustices. La reine d'épée. Alors je préfère, tu vois, les cartes du classique sont très belles, hein, mais là, je préfère celle-ci qui vient nous dire qu'elle n'a pas besoin de son épée pour combattre ou défendre ses idées. Elle a sorti son livre, donc elle utilise simplement ses connaissances, les mots, l'intelligence pour décider. On a le roi d'épée, ici il est représenté par un aigle, et ici on voit bien l'aigle sur son bouclier. Il semble avoir confiance en son jugement, en ses capacités mentales. Alors, on passe à la suite des bâtons, qui est la dernière. J'espère que tu me suis toujours et que tu apprécies ce petit voyage à travers les Alchemical Tarot de Robert M. Place. Donc ici, on retrouve la salamandre de l'as de bâton du Rider-Waite, en tout cas dans certains personnages de cours. Alors, donc, tout ce qui est déplacé l'est par l'âme. Le 2 de bâton ici qui unit Mercure et Vénus, un peu comme sur le 2 de denier où tout à l'heure on avait Hermès et Vénus. Et bien ici on parle plutôt d'union. Tu vois, on les retrouve là aussi, puisqu'on a 2 bâtons qui sont unis par un lien. Donc c'est la passion unie. C'est très différent du 2 de bâton qu'on connaît. Voilà une autre de mes cartes préférées. Je la trouve extrêmement intelligente. Ici, on a un 3 de bâton. Et d'habitude, sur le Rider-Waite Miss classique, on a un personnage qui visualise un bateau partir à l'horizon. Sauf qu'ici, on a un bateau qui revient, qui semble arriver vers nous. Alors, ça va signifier ici c'est une référence, je pense, à l'époque où les navires venaient ravitailler les royaumes de marchandises, de nourriture, de choses comme ça. Et littéralement, ça signifie peut-être les premiers retours sur investissement de l'énergie qu'on a déployée à faire quelque chose. Mais ça peut aussi signifier une aide extérieure dans un projet. Une invitation à accueillir, à préparer le terrain. Ici, on a le 4 de bâton qui nous parle effectivement d'engagement, d'accord, contrat, de mariage. Alors, le 5 de bâton, très célèbre de Robert M. Place, qui est souvent illustré par une main avec du feu qui sort du bout des doigts et qui nous parle d'énergie créatrice qui se matérialise. On utilise les mains pour créer. Le 6 de bâton. Ici, on a les honneurs, on est respecté pour qui on est ou pour ce qu'on a fait, une certaine reconnaissance.
Le 7 de bâton qui parle de bagarre, de dispute, de compétition. Hein. On a clairement des chiens qui se battent ici. Lui, il est plutôt serein, mais lui, on sent qu'il va aller agresser l'autre. Donc, il y a de la compétition. Le 8 de bâton, où on a sur les deux cartes un bûcheron, ou tout du moins un homme qui coupe du bois, qui va nous parler d'être concentré sur une seule tâche, d'aller droit au but, par exemple de réduire les distractions ou les autres projets en cours pour se concentrer sur ce qu'on fait. On n'a plus trop cette notion de rapidité qu'on peut retrouver dans le Rider-Waite-Smith ici, même si clairement trancher du bois, oui, c'est quelque chose d'assez rapide, mais on a plutôt ici l'effet de se concentrer, d'être un peu seul dans ce qu'on fait, de couper toute distraction de ce qui nous entoure. Ici, dans le 9 de bâton, on parle clairement de sacrifice. Il y a l'idée de devoir sacrifier peut-être quelque chose parce qu'on est submergé par le travail. Le 10 de bâton, pardon, avec le phénix. Le phénix, on sait qu'il renaît de ses cendres. Hein. Donc ici, il y a l'idée d'une épreuve qui va venir nous renforcer. Un renouveau. Ça me fait moi beaucoup penser au 10 de bâton de Iéna dans le Alter Tarot, où on est déjà en fait sur la prochaine étape. Hein, on a déjà subi entre guillemets la fin, les épreuves difficiles qu'on laisse derrière soi pour se renouveler, pour entamer quelque chose de neuf. Alors ici on a le valet de bâton. Ce valet de bâton, un peu comme tout à l'heure, moi il me fait penser à un pèlerin. Il s'appuie sur son bâton pour son voyage, pour aller découvrir de nouvelles choses. On retrouve la salamandre ici sur le cavalier de bâton qu'on avait sur l'as. Et donc le cavalier de bâton, il part à l'aventure. Ici, il est à la recherche de nouvelles sensations. Celui-là, je ne l'ai pas trop étudié. Pour l'instant, il me laisse un peu perplexe, mais à voir. La reine de bâton, alors là aussi, interprétation super intéressante de cette reine-là. On l'a pas forcément sur l'autre. Quoique si, j'avais pas vu, mais on l'a sur les deux. Donc en fait, ici, cette reine, elle tient un beau bâton sculpté et un autre bâton, lui, qui est complètement brut. Donc il y a ici une idée d'équilibre entre le côté sauvage de la reine de bâton et le côté civilisé que lui impose son rang. C'est un petit peu la dualité de la force instinctive et de la force maîtrisée. Et moi, j'aime bien la reine de bâton, c'est un peu la mère louve, tu vois, chez moi. C'est celle qui écoute son instinct et qui applique son devoir de protection, mais peut-être parfois par son côté sauvage. Et enfin, pour terminer, le roi de bâton, qui lui paraît totalement à l'aise, en confiance, détendu. C'est limite un petit peu provocateur, je trouve, comme position. Hein, je vais pas vous faire un dessin, mais on retrouve quand même cette confiance en lui que possède le roi de bâton. Et voilà, j'en ai terminé avec la présentation de ces jeux. J'espère que ça t'a plu, que je t'ai pas trop perdu en chemin, parce que c'est vrai que j'ai pris mon temps. Je le fais pas avec tous les jeux. Hein. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ces deux jeux. Quelle version est-ce que tu préfères?
Alors moi, j'adore évidemment les couleurs de celui-ci, hein. Et après, j'ai pas encore pris le temps de l'étudier. Lui, hein, malgré le fait que mon colis soit arrivé vendredi et qu'on est dimanche, j'ai vraiment passé mes 2 soirées à l'étudier, comment il a été construit, et cetera. Alors je retiens pas, tout ce symbolisme d'alchimie, et cetera, parce que c'est très complexe, hem et ça demande plus qu'une étude en 2 jours, mais j'ai trouvé, ce tarot-là très pertinent et du coup, j'attendais de faire cette vidéo de présentation pour le mélanger et l'utiliser. Donc j'ai hâte, de le tester en tirage et de voir ce qu'il donne. Donc voilà, c'en est tout pour les jeux de Robert Place. Je suis pas à l'abri d'accueillir de nouveaux jeux de ce créateur-là qui possède des connaissances et un environnement très riche. Et n'hésite pas à me faire part, toi, des jeux que tu possèdes. Le tarot des 7 vertus, j'avoue que j'ai toujours été dans cette tendance où je l'achète pas, j'achète pas. Est-ce que je vais réellement l'utiliser, etc. Du coup, comme c'est un mass market, j'avoue que je suis pas pressée par le temps pour me le procurer. Mais le dernier qui me fait de l'œil, c'est c'est le dernier que Nicolas, possède en boutique. Heu et alors attends, j'ai ma tablette là qui est pas très loin. Je vais essayer de regarder et de te dire duquel il s'agit. J'avoue que j'ai hésité, à l'ajouter, mais je peux pas non plus, je suis pas Rothschild, hein, comme on dit, donc je peux pas, me procurer, tous les jeux en espace-temps limité. Mais donc tu vois ici, tu as une étiquette, Robert Place sur la boutique du Salon des Arcanes et donc j'ai longtemps, hésité avec celui-là. Alors je crois que c'est Sandra du compte Instagram, Cartes sur table, qui possède ce jeu-là et donc c'est le Tarot of the Sevenfold Mystery et donc tu vois, c'est, ce qu'ils disent. C'est un tarot qui exprime la philosophie transcendale liée à l'origine du tarot. Il illustre les anciens systèmes occidentaux des 3 niveaux de l'âme et des 7 centres de l'âme qui fonctionnent comme des marches sur une échelle mystique menant à une conscience supérieure. Il peut être lu à plusieurs niveaux, du plus banal au plus spirituel. Il est une source de sagesse intérieure et de conseils et peut révéler les aspirations de l'âme. Donc il y a des cartes comme ça. J'ai hésité, mais j'ai préféré, le tout premier que je t'ai, présenté. Donc le Sevenfold, là, il reste que 2 exemplaires en boutique, donc à mon avis, je vais passer à côté. Mais voilà, faire des choix, c'est le grand dilemme quand on collectionne les jeux, de tarot. Donc je te souhaite une très bonne journée, ou une très belle soirée si tu as regardé cette vidéo le soir et je te dis à très vite, pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à me suggérer des thématiques ou des sujets. Je me ferai un plaisir de répondre à ta demande. Allez, je t'embrasse. Ciao, ciao!